something is holding me back. Not anymore. No flow hotter, born like Globetrotter. My flow slaughter, I'm new fire in old water. Style lit, I'm stylish, so style this, I get it. Cool, handsome. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Soccer avec de nouveau, comme chaque semaine, plein de surprises. On vous remercie comme d'habitude de votre soutien, vous qui aurez relayé notre émission chaque semaine sur les réseaux sociaux et qui nous écoutez. Avant de passer au programme de la journée, je présente Anthony, que vous connaissez tous. Comment ça va Anthony cette semaine ? Ça va très bien et toi? Bonjour tout le monde. Ça va très très bien en effet. Cette semaine, si vous avez suivi les autres podcasts Lucarne Opposé, vous savez que Bola Latina, la FC Corner et Africaia ont tous fait leur émission sur les sélections sud-américaines, asiatiques et africaines en Coupe du Monde. Mais nous, on n'a ni les États-Unis ni le Canada en Russie cet été, donc on va se contenter de notre pauvre MLS. Mais croyez-moi, on a un programme très sympa quand même pour vous. D'abord, un petit résumé des rencontres des week-ends. Ensuite, on a eu l'énorme chance de recevoir Aurélien Cocolin en direct de son supermarché. Vous allez vite comprendre pourquoi. Qui nous a parlé de sa longue carrière en MLS et de son expérience dans les différents clubs. On finira ensuite avec notre Il était une fois en Amérique, ainsi que quelques questions d'auditeurs. Une nouveauté cette semaine. Mais tout de suite, on commence donc avec les résumés MLS. Est-ce que tu es prêt, Anthony ? Oui, je suis prêt, Antoine. Génial, on va commencer tout de suite alors avec le premier match de la journée qui avait lieu à Boston entre deux équipes qui ne sont pas reconstruites pendant la mi-saison, les New England Revolution de Brad Friedel qui accueillait les Montréal Impact de Rémi Card, qui ont créé la surprise en explosant l'équipe québécoise. On est désolé, chers Montréalais, 4-0. Bien aidé par le carton rouge sur un geste très dangereux de Tyder, qui n'était pas intentionnel mais qui aurait pu blesser avec gravitude le joueur de New England. L'équipe de Evolution, grâce à Bunbury, Farrell, Fagundes et Zaibo, dont c'était le premier but depuis son arrivée en MLS, s'est imposée avec facilité. Fagundes était encore une fois un des meilleurs joueurs sur le terrain, c'est une des recrues de l'année. Et à noter, du côté montréalais, le penalty arrêté par Bush, et il a fait 2 ou 3 autres arrêts dans le match, donc une performance assez simple. Oui, moi, là, qu'est-ce que j'ai noté de cette rencontre, c'est le premier but d'Andrew Farrell. Un bon tir, peut-être chanceux, mais un bon tir, mais c'est surtout sa célébration puisque c'était son premier but en MLS pour le vétéran défenseur droit, là. Mais sa célébration, là, tous les partisans MLS devraient l'avoir, là. Il est comme un petit enfant là, à la récréation, là, on sent qu'il a du plaisir à marquer ce but. Marquer un but après tant d'années, ça doit en effet faire beaucoup de bien. Oui, et la première rencontre de samedi mettant en vedette le Atlanta United FC qui recevait le LAFC, donc l'expansion de 2017 rencontrait celle de 2018. Et il faut le dire, là, le grand frère a voulu donner une leçon au petit frère puisque directement à la 17e minute, là, c'est Julian Gressel qui marquait. Et ensuite, là, à la pause, c'était toujours 1-1. 1-0, je veux dire. Mais en deuxième mi-temps, là, les choses se sont aggravées pour le LAFC. Là. Martinez a marqué, Almiron à la 88e, alors que Joao Moutinho, et là, je parle pas du milieu offensif portugais, mais bien de la recrue du LAFC, également portugaise, se voyait décerner un carton rouge. Et par la suite, là, il y avait 2 autres buts d'Atlanta pour accentuer la marque à 5-0. Une marque assez sévère. Ouais, mais notez l'excellent match de Gressel qui vraiment impressionne en ce début de saison. C'est incroyable ce qu'il fait. L'année dernière, il était un peu moins confiant. Là, il est vraiment très, très bon. Oui, ouais. on sent qu'il prend la place d'un Yami Lassad et il le fait de brillante façon. Hein. C'était un choix de repêchage de Atlanta en 2017 et c'est vraiment quelqu'un qui répond aux attentes et même au-dessus des attentes. Ouais, un joueur de draft qui tient ses promesses. Le troisième match se jouait entre deux équipes qui surprennent en ce début de saison, mais sans grand bruit. Et le score s'est soldé sur 1-1. En effet, même si San José a ouvert le score grâce à Magnus Eriksson, dont c'était le premier but en MLS, l'ancien Nantais Alejandro Bedoya a mis les deux équipes à égalité en seconde mi-temps. David Accam commence sérieusement à prendre un peu plus ses marques du côté de l'Union, qui a globalement été l'équipe la plus en vue de ce match, car San José peut vraiment remercier son gardien Tarbell. Oui, et comme tu l'as dit, là, David Accam est excellent en ce début de saison, même si ça ne se reflète pas vraiment sur la feuille des statistiques. Mais l'ajout d'Akam là, sera très précieuse au fur et à mesure de la saison. Et on sent qu'un joueur comme Fafa Picault là, joue avec beaucoup moins de pression et il pourrait être un game changer pour Philadelphie au cours de la saison.
Ouais, que ce soit San Jose ou Philadelphie, les deux équipes, je les trouve très intéressantes, même si ouais, les résultats ne suivent pas tellement. Oui, et à l'Ouest, deux équipes qui ont un début de saison quand même difficile, mais pas trop alarmant tout de même. C'est le FC Dallas qui recevait le Rapids du Colorado. En première mi-temps, il n'y avait pas de grosses occasions des deux côtés. Mais à la deuxième mi-temps, là, à la 62e minute, Joe Mason procurait les devants aux Rapids. Mais grâce à un magnifique centre de Mauro Diaz en fin de match, Christian Coleman redirigeait de la tête directement dans les filets de Tim Howard et les deux équipes se séparaient sur un score de 1-1 et donc se séparaient les 3 points. Ouais, FC Dallas, qui pourtant était un peu les favoris de cette conférence, je trouve, ne sont pas si excellents au début de saison. Oui, mais ça reste la seule équipe de l'Ouest à être invaincue. Ouais. Mais ils ne font pas du très beau jeu, on va dire, je trouve, même s'il y a des belles occasions, c'est pas... il manque un truc. Ouais. C'est que mon opinion. On va repasser à l'Est, où Chicago n'avait gagné dans son histoire qu'une seule fois que le Columbus Crew. Mais ils ont déjoué les pronostics face au Crew qui, malgré un début de saison excellent, patine depuis quelques matchs. Sur une erreur de gardien incompréhensible, Nikolic marquera le seul but de la rencontre qui donnera la première victoire de la saison du Fire. Le Crew aura bien tenté de revenir via Pedro Santos, Higuaín, Zardes ou Martinez, mais le gardien ou la barre transversale les en empêcheront. Et le Crew s'inclinera 1-0 malgré 21 tirs à 5. Et c'est là où on a vu des rumeurs qui parlaient de Casillas à Chicago. Et ben, le gardien de Chicago c'est pas si mal débrouillé lors de ce match. Oui, mais je crois là pour le gardien de Chicago, c'est peut-être un match qui ne reflète pas son niveau puisqu'il est depuis le début de la saison, il était un peu à la rue là, Sanchez. Mais c'est une victoire encourageante pour Chicago puisque d'un c'était leur première victoire là, on sentait que la pression montait de plus en plus pour les hommes du Fire. Mais heureusement, là, la défense, c'est finalement a finalement élevé son niveau, quoi. Et ça fait plaisir à voir, mais j'ai quand même peur pour la suite des choses. Là. C'est vraiment une défense. Je rigolais avec le compte là, du Chicago sur Twitter, là, mais je pense que la défense de Nashville avec Edgar, Woodbury et Davis, là, c'est mieux qu'à Chicago. Ouais, ils ont vraiment un peu de mal en défense et le but là, c'est aussi beaucoup de chance. Donc on va voir comment ça va continuer dans la saison. Ouais. Du côté de l'Ouest, c'était le Real Salt Lake qui accueillait les Whitecaps de Vancouver. Disons-le, là, le Real Salt Lake a très bien joué grâce tout d'abord à la 45e minute, Luis Silva qui a marqué le premier but de la rencontre et puis Jefferson Savarino qui faisait la belle du break à la 88e minute. Le DP de Vancouver, Breck Shea, tentait de réduire l'écart dans les arrêts de jeu, là, mais il était trop tard et le Real Salt Lake gagnait un deuxième match de cette saison pour se hisser en 4e position de l'Ouest. Donc, pour le Real Salt Lake, cette équipe très jeune, là, ça va très bien en ce début de saison. Ouais, et du côté de Vancouver, Breck Shea se débrouille pas mal de ces derniers matchs. Oui, exactement. Là. C'est un DP super sub. Et pour elle, avec sa vitesse, là, il fait quand même du bien à Vancouver sur les côtés qui n'est pas vraiment leur force. Là, on sent que c'est plus une équipe le buteur est excellent, le milieu est excellent, mais sur les côtés, là, c'est où est-ce que ça cloche. Donc peut-être que Robinson devrait faire plus confiance à Breck Shea. Orlando-Portland s'annonçait comme un duel entre deux équipes qui avaient besoin de confiance et le score de 2-2 peut paraître trompeur. De 3-2, pardon, peut paraître trompeur, mais très clairement, Timbers s'en mordront les doigts. Très rapidement, un penalty sera accordé à Portland avec la vidéosurveillance, alors que l'arbitre avait initialement exclu le joueur qui avait pris les fautes, pensant que c'était une simulation. Mais bon, passons. Valérie transforma ce penalty et après plusieurs actions, dont un tir sur la barre, Portland aggravera le score sur corner. Mais les Lions vont se réveiller et seuls 10 minutes leur suffiront pour revenir. Müller sur corner à la 80e, Cleveland sur un penalty après une faute sur Pignot et enfin Dom Doyer créeront la remontada pour Orlando qui en 10 minutes auront fait passer le score de 2-0 à
3-2. Une belle performance pour les Mauves qui ont vraiment fait rire les fans, qui avaient pour l'occasion sorti les fumigènes. Les images du stade sont assez incroyables. Oui, et pour vrai, moi, les 3 joueurs qui ont marqué pour Orlando, là, je crois qu'ils sont à surveiller pour la prochaine année. Là. Chris Muller, la recrue, qui en est à son 2e but en 2 matchs. Donc, excellente recrue, qui a été repêchée lors du Super Draft. Donc, déjà là, on voit qu'Orlando a eu de l'œil. Ensuite, Kleshen, quoi dire de ce meneur de jeu, là, il est très beau à voir aller. Et Dom Dwyer, finalement, là, avec avec le départ de Kyle Larin en 2 matchs, c'est 2 ou 3 buts également. Là, donc, Dom Dwyer, là, je sens que ça va être une saison record pour ce buteur anglais. Ouais, et avec l'aide de Stefano Pigno, ça ne peut faire que du bien pour Orlando. Oui, je crois que s'ils arrêtent de se faire peur ainsi, là, avec le dernier match face aux Red Bulls et finalement face aux Timbers, s'ils réussissent à s'imposer en début de match à domicile, là, je pense que Orlando peut devenir une réelle forteresse là, parce que le stade est vraiment là, le mur comme au Borussia Dortmund, là, ça doit être assez intimidant pour les adversaires. Ouais, respect en tout cas pour les fans d'Orlando en effet. Oui, et quelque chose d'autre qui doit être assez intimidant, là, c'est du côté du Galaxy, alors que Zlatan Ibrahimovic continuait son périple en Amérique. Malheureusement pour lui, là, c'est le Sporting Kansas City qui a eu les dessus à Carterson, au StubHub Center, alors que Daniel Saloy a marqué à la 56e. Et 5 minutes plus tard, c'était Johnny Russell, le jour de son anniversaire, qui offrait un beau cadeau assez coéquipier aux spectateurs à la maison. Ouais, très beau match de Kansas City qui vraiment, ils peuvent devenir, enfin, ils peuvent faire les playoffs et vraiment aller loin dans cette MLS Cup. Par contre, du côté de Los Angeles Galaxy, cette fois, Zlatan n'aura pas suffi. Et pour Kansas City, là, s'il continue comme ça, là, c'est mon pool qui va être content grâce à Ike aux parents. Mais plus sérieusement, là, ils ont déjà des bonnes bases dans ce début de saison. Là. Ça a été les 2 premiers matchs ont été assez difficiles avec une remontada face au Chicago, heureusement. Et finalement, là, le premier match face au NYCFC était assez décevant. Mais là, on sent que Pete Vermes là, a vraiment eu qu'est-ce qu'il voulait lors de cette rencontre-là. Et pour le reste de la saison, là, ça va être déjà... moi, pour eux, j'aurais pas peur de les mettre favoris au Supporters Shield puisqu'ils ont déjà 3 points d'avance en ce début de saison à la première place. Et je vois pas Kansas City perdre de nombreux matchs d'ici la fin de la saison. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une défense de feu. Mais les classements peuvent être encore trompeurs pour le moment, car beaucoup de clubs ne font pas de matchs, dû notamment à la CONCACAF Champions League. Une CONCACAF Champions League que joue notre Français Aurélien Collin, malgré le carton rouge qui s'est pris la semaine dernière. On a pu l'interroger, on le remercie encore une fois de nous avoir accueillis dans son carrefour et surtout d'avoir pris le temps de nous répondre à nos questions. C'était vraiment très sympathique de l'avoir au téléphone. On vous passe l'interview tout de suite et on se retrouve après pour notre moment Il était une fois en Amérique ainsi que les questions des auditeurs. À tout de suite. I got a bitch that look like Left Eye. And she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. I hit her butt like shorty, let's roll. I hit my plug, he on the west coast. And shit, I heard they got the best smoke. Bienvenue dans cette deuxième partie assez spéciale avec, comme toujours, Antoine et moi-même. Pourquoi elle est spéciale? Puisque nous accueillons le défenseur français Aurélien Collin, joueur d'expérience en MLS. Tout d'abord, bonjour Aurélien. Bonjour à vous deux. Ça va bien? Très très bien, merci. Parfait. On va y aller directement dans le sujet. Avec les récents succès des Red Bulls en CONCACAF Champions League, nous devions t'inviter. Pour ceux qui seraient dans une grotte depuis environ 1 an, là, New York sont présentement en demi-finale de la Ligue des Champions, ayant éliminé Tijuana et toujours dans le coup à l'heure qu'on enregistre dans l'affrontement face au grand Mexicain du Chivas. Pour refaire ton parcours à la va-vite, là, tu as fait quelques pays d'Europe avant d'arriver en MLS et t'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs de la MLS.
Après, donc, comme je viens de le dire, après plusieurs expériences étrangères telles que l'Écosse, la Grèce, le Pays de Galles et le Portugal, tu es finalement arrivé en MLS. Comparé à ces 4 championnats avec lesquels la MLS a le plus de ressemblance en termes de niveau de jeu puis de style. Ouais, donc en gros, la MLS, c'est un mix de plusieurs pays. Il y a des équipes qui valorisent énormément le ballon. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus directs vers l'avant. Donc, je pourrais pas parler d'un pays qui se ressemble plus à la MLS. Aujourd'hui, nous, on est dans une mentalité très allemande. Après, vous allez à Columbus, à New York CFC, c'est espagnol, même Amérique du Sud. Après, il y a des clubs comme Toronto, c'est à l'Italie. Donc voilà. Ouais, c'est un peu un melting pot du football. Et en arrivant en MLS, vu que tu étais un étranger, tu étais un des premiers Français vraiment à y aller. Il y a eu Djorkaeff avant, mais tu étais un peu un des les premiers avant tous les autres qui sont arrivés après. Est-ce que pour toi, c'était. Thierry Henry. Il y a Ouais. eu Thierry Henry. Ouais, les gens, enfin, ouais, pardon. Je voulais dire la vague de joueurs qui sont pas des joueurs désignés, parce que moi, j'ai coupé une partie de la session. Donc, tous ceux qu'on connaît, les Damien Perriel, les Périnel, Louis Ndoula, je sais pas s'il arrivait avant ou après toi, mais est-ce que tu étais vu différemment, du coup, parce que c'était des Français, et qu'il y avait peu d'Européens, enfin, moins d'Européens qu'aujourd'hui? Je pense qu'il y avait moins d'Européens connus. Ouais. Mais moi, je suis arrivé à Kansas City, la moitié, enfin, j'exagère, mais il y avait 5 ou 6 Anglais, des Scandinaves, Espagnols. Donc, je sais pas. Après, je pense que, ouais, peut-être moins d'Européens connus, quoi. Ça, c'est sûr. Mais déjà, la MLS à l'époque, d'abord, c'est toujours les mêmes règles, hein. C'est 5 étrangers dans le 11 de départ. Donc après, je sais pas. Après, ouais, il y a les Green. La même impression, quoi. Tu penses que la MLS est assez jeune comme ligue, mais est-ce que, par exemple, jouer avec les Red Bulls qui ont un long passé avec les MetroStars, tout ça, ou le Sporting Kansas, qui sont des vieilles équipes, est-ce que c'est une pression supplémentaire comme serait jouer en Europe dans un club historique? Non. Bah, New York, c'est vraiment un monde à part. Mais après, Kansas City, il n'y avait aucune pression négative. C'était que la pression positive de gagner. Mais après, là, les Red Bulls, c'est autre chose. C'est vraiment comme l'Europe. Les Red Bulls, c'est une Pourquoi? grosse pression, même bien qu'il n'y ait pas de relégation dans notre ligue. Faut être très bon, il faut avoir des résultats. Sinon, il y a les présidents, le directeur sportif des autres clubs de Red Bull qui viennent. On doit respecter une philosophie. Red Bull, c'est vraiment un monde à part, quoi. Ouais, et après avoir remporté la MLS Cup avec le Sporting Kansas City, tu t'es dirigé avec une équipe ayant un but complètement différent, avec une expansion. Qu'est-ce que ça fait d'évaluer avec une nouvelle franchise, niveau cohésion, niveau coaching? Est-ce qu'il y a des différences? Oui, mais après, c'est un challenge qui est très excitant parce que c'est beaucoup de nouveautés. Après, c'est très difficile parce que il n'y a aucune philosophie, bien que le club était en deuxième division, enfin en USL. On n'avait pas un plan de jeu, il y avait beaucoup de choses à construire. Et c'était très usant. Et en plus, c'était bien parce qu'il y avait une grosse pression grâce à Kaka. Il y avait Orlando qui avait une nécessité d'avoir un nouveau club de sport parce que les Orlando Magic, ça fait des années que c'est pas bon. Donc C'était une très très belle expérience. Difficile, mais très belle. Parfait. Et en tant que joueur expérimenté, est-ce que tu avais un rôle particulier dans l'équipe comparé au Sporting Kansas City? Non, rôle particulier à Kansas City, bien que je n'ai pas que j'ai très rarement le brassard de capitaine. Moi, je suis toujours un joueur qui parle énormément, qui pousse, qui essaie de servir au maximum mes coéquipiers. Donc, j'ai toujours, peu importe le club où je suis, j'ai toujours la même manière de jouer, la même philosophie. Donc, ça change jamais.
comme tu as dit, ça fait longtemps que tu es dans la ligue. Tu as rapidement marqué les esprits. En 2011, tu étais dans la meilleure équipe MLS, meilleur 11. En 2012, tu étais meilleur joueur de la finale. Pardon, en 2013, meilleur joueur de la finale de la MLS. 5 ans plus tard, est-ce que tu trouves justement que l'évolution de la ligue est très bonne au niveau de jeu et surtout toi en tant que défenseur, les attaquants, ils ont énormément évolué en 5 ans? C'est sûr qu'il y a des attaquants comme Jovinko qui sont arrivés et qui sont exceptionnels. Après, je pense que c'est vraiment la compétitivité qui a évolué, que toutes les équipes là, elles sont quasiment au même niveau. Après, bien sûr, il y avait Galaxy à l'époque qui était un niveau au-dessus, mais les mauvaises équipes, elles étaient vraiment pas bonnes. Alors qu'aujourd'hui, même les équipes qui sont dans le fond, le niveau, il est vraiment très proche des premiers. Donc, c'est ça. Après, au niveau du marketing, c'est énorme. C'est largement plus développé qu'avant. Et puis surtout, c'est l'intérêt des Américains qui a changé. C'est qu'aujourd'hui, j'habite à New York. Et aujourd'hui, quand tu vois un derby Red Bull, New York CFC, où tu es dans une des plus belles villes au monde, tu es à Manhattan, et tu vois les gens, ils sont avec les maillots des Red Bull et des New York CFC, c'est quelque chose d'historique et d'extraordinaire. C'est beaucoup, c'est beaucoup plus fort que ce qu'il y avait avec DC United, la rivalité qu'il y avait avant. DC United, c'est peut-être une rivalité, ça fait longtemps, mais on est vraiment on n'est pas aussi voisins qu'on penserait. Et puis le problème, c'est que Washington, ça fait des années que c'est une équipe qui est pas bonne. Donc la rivalité, elle est pas aussi grande. Et en plus, leur stade, c'était très compliqué. Avec leur nouveau stade, j'espère que cette rivalité, moi j'aime beaucoup les derbies, donc j'espère que cette rivalité elle va revenir. Mais c'est sûr que quand tu joues contre Washington, tu sens pas du tout le derby. Ouais, et on en parlait au début du podcast, là. Les Red Bulls sont présentement en demi-finale de la CONCACAF Champions League. Cette compétition ne semblait pas rassembler les troupes lors des dernières éditions. On sentait peu de motivation de la part des fans et parfois des joueurs. Mais récemment, avec vos prestations à vous et Toronto, l'opinion semble changer. Penses-tu que dorénavant, avec la parité entre les Mexicains et la MLS, les joueurs et les fans seront plus motivés à la jouer à fond? J'espère. Moi, depuis 2012, je la joue et je la prends à cœur. C'est une grande compétition de pouvoir se mesurer aux équipes d'Amérique centrale. Et après, c'est comme tout. Le marketing il doit être mieux fait. Et là, c'est les demi-finales. Donc, bien sûr, on en parle plus, mais on devrait même commencer à en parler depuis le début, depuis les huitièmes de finale. Et donc, mais j'espère que c'est une compétition qui va continuer de monter. Et donc, moi, je suis très content. Alors, on en parle sur le terrain opposé. Les auditeurs sauront que sur notre podcast Culture Soccer, on avait fait une grosse émission avec les spécialistes costaricains et mexicains sur les phases de poule. Mais ouais, donc comme on a dit, tu es en demi-finale. Et sur Extra Time Radio, qui est une émission de la MLS, l'ancien joueur Bobby Warshaw, il te qualifiait de guerrier parce que par rapport au carton rouge que tu as reçu à dernier match, en disant que dans chaque équipe, il fallait ce joueur qui allait s'imposer par rapport aux arbitres ou qui allait donner qui allait provoquer un peu les joueurs adverses. Dans l'équipe des Red Bulls, qui est très très jeune, est-ce que c'est un peu ton rôle d'aller un peu t'imposer par rapport aux joueurs adverses et de représenter ton équipe? Ouais, après c'est mon rôle. Mon rôle, je sais pas, peut-être après on va dire la même chose. Moi, je l'appellerai pas mon rôle, c'est juste mon type de jeu et ma personnalité. Et en fait, qui font que d'abord dans les clubs, la plupart du temps, c'est les défenseurs centraux qui mettent le ton, quoi, comme on dit. Hein. Et quand il faut mettre le pied, moi je mets la tête et voilà. Après, ce carton rouge, c'était pas très représentatif de mon jeu, quoi. C'était vraiment un jeu de tête avec le gardien. Et je sais pas, l'arbitre, il l'a jugé dangereux. Mais après, je pense que cet arbitre, il m'attendait au coin de rue parce qu'on a joué au Costa Rica contre eux et il devait mettre le rouge. Et il me l'a pas mis. Et là, il a attendu cette opportunité pour me mettre, quoi. D'accord. Et sur le même sujet des Red Bulls,
Que penses-tu de leur stratégie de vente par rapport aux pertes des deux derniers capitaines, c'est-à-dire Kleshen et puis McCarthy? As-tu une opinion sur ça? Ouais, je pense que la philosophie des Red Bull, elle évolue et ils veulent des jeunes joueurs qui correspondent plus à la manière, à la tactique à laquelle on joue. Et donc, le coach, je pense qu'il jugeait qu'il voulait, comme on dit, du sang frais. Et c'est pour ça qu'il les a laissés partir. D'accord. Et par rapport aux 3 franchises dans lesquelles tu as évolué, tu as quand même assez des publics différents. Tu as Kansas qui sont révolutionnés en passant des Wizards au City. Tu as Orlando qui étaient les nouveaux fans mais très investis. Et à Red Bulls, on a l'impression que le stade parfois est un peu vide. Entre ces 3 clubs, c'était quoi la meilleure fanbase? Bah, Orlando, ça, on va parler en statistiques. Hein. Après, Red Bull, c'est vraiment des fanatiques qui ressemblent énormément à l'Europe. Après, c'est dommage que le stade soit vide. Mais le peu de fans qu'on a, c'est vraiment des vrais fans de football. À Kansas City, c'était très familial, très nouveau fan. Orlando, il y avait un mix entre Red Bull et Kansas City. Et donc, en gros, c'est comme ça que je définirais le type de fan que j'ai eu dans mes 3 clubs aux États-Unis. Oui, et on parlait de stade. Là, c'est lequel ton stade préféré dans la ligue, celui que tu affectionnes le plus? Moi, c'est celui de Red Bull. Après, c'est dommage qu'il soit vide, mais depuis que je suis aux États-Unis, c'était mon rêve d'être un joueur de Red Bull. Et aujourd'hui, à chaque fois que je reviens au stade, et il est tellement magnifique. Et en plus, là, mardi, on va jouer, il va être sold out. Donc, ça va être quelque chose de grandiose. De voir ce stade aussi beau, plein. Il va y avoir surtout plein de Mexicains, j'imagine. Et exactement. T'as des stades d'adversaires que tu aimes bien par exemple, on pense aux fans d'Atlanta ou de Seattle, Portland. Ouais, j'aime bien. Mais après, quand c'est synthétique, c'est vraiment un gros moins. Après, Toronto, Chicago, quand c'est plein, c'est agréable. Après, aujourd'hui, quasiment tous les stades sont agréables quand ils sont pleins. Après, il y a pas Orlando, c'était bien la semaine dernière. Donc, non, aujourd'hui, dans la ligue, c'est quasiment tous les voyages, ils sont intéressants. Oui, tu as fait quand même plusieurs entraîneurs en MLS. Avec lequel as-tu préféré collaborer? Et c'est quel joueur qui t'a le plus impressionné au quotidien? Ouais, moi, je veux dire Kaka. Après, Thierry Henry, j'ai eu un grand respect et une admiration. Je joue contre lui et j'ai joué avec lui dans les 3 All-Star Games. Et un énorme respect et une admiration pour ce joueur. Et après, au quotidien, c'est Kaka parce que très professionnel et au niveau de sa touche de balle, quelque chose d'unique. Parfait. Et au niveau de l'entraîneur, est-ce qu'il y en a un particulièrement que tu as aimé collaborer? L'entraîneur, mon entraîneur en ce moment, là, il a sa philosophie. Après, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais il y croit. Et pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu ici aux États-Unis. Comment trouves-tu la politique du club qui consiste à faire jouer le plus de jeunes possible? Par exemple, Duncan, Long, Etienne et même les 2 Français là, comme Florian et Vincent. C'est une philosophie, hein. Parce que c'est un pressing tout-terrain, donc ils ont besoin de joueurs qui soient très résistants. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir plus de joueurs vieux, quoi. Et c'est très prenant, c'est un pressing tout-terrain, on court énormément. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense que ils ont dessiné, ils ont préparé cette tactique, cette stratégie, cette philosophie depuis des années. Aujourd'hui, on commence à être vraiment très très fort quand on joue de cette manière. Et donc je pense qu'ils sont très contents de leur philosophie aujourd'hui. Et une autre question sur la ligue, il y a quelques mois, quand tu jouais contre Orlando, il y a eu un fait de jeu assez marrant, il y a eu un regroupement de joueurs, et puis Kaka, ton ancien coéquipier, il te prend par la gorge, il te met la main sur le visage en rigolant,
l'arbitre, il voit pas que c'est un geste assez complice et il met un carton rouge au Brésilien après avoir regardé le replay. Déjà, pourquoi Kaka il te prenait un peu comme ça? Et surtout, est-ce que tu penses que au niveau de l'arbitrage de la Ligue, la vidéo, ça peut aider? Parce que l'arbitrage, il y a souvent des problèmes dans la Ligue. Aujourd'hui, le VAR, il est trop neuf. Il y a trop d'erreurs. On en voit partout. Hein. Et donc, c'est ça le problème. Donc, je pense qu'il faut laisser un temps d'adaptation aux arbitres, aux ligues, pour qu'ils s'adaptent. Hier encore, je regardais Montréal-New England. L'arbitre, il restait au moins 4 minutes avant de décider s'il y avait penalty ou pas penalty. Ouais. Après, au niveau business, ça serait super. On pourrait mettre des bonnes publicités. Comme ça, les clubs, tout le monde pourrait gagner de l'argent. Mais au niveau du déroulement, ça doit vraiment évoluer parce que c'est pas bien. Et en même temps, même avec le VAR, il y a des arbitres qui font encore de grosses erreurs. Ouais. Donc, je pense que là, on est dans une phase de transition et il faut juste avoir la patience. Mais quoi qu'il arrive, un penalty qui est pas sifflé, qui est oublié, et après on revient sur l'action et on se rend compte qu'il y a penalty et on le siffle, je pense qu'il n'y a personne qui va pouvoir démentir et dire non, moi je suis contre. Après, c'est sûr qu'au niveau de... Faut bien le faire, quoi. D'accord. Ouais, on sait pas par contre pourquoi Kaka il te prenait comme ça. Non, parce qu'on est potes avec Kaka et là, c'était un petit peu n'importe quoi ce qui se passait. Et puis, moi, je suis allé et il m'a dit, vas-y, enfin, il me disait, vas-y, repars là-bas, arrête de faire Ouais. arrête de faire le mec, et voilà, tu vois. Oui, on va te parler un peu de la situation d'un pays qui te tient à cœur, le Venezuela, puisque ta femme vient de ce pays. Chez les camps opposés, on couvre également l'Amérique du Sud et la situation du pays nous peine énormément. D'ailleurs, là, chez Rodolphe de l'Ukraine opposé t'a fait dire bonjour. Comment tu vois la situation du pays, toi qui vas souvent là-bas avec ta famille? Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Hein. C'est un chaos humanitaire. La crise économique, ça fait déjà des années qu'elle est arrivée. Mais là, aujourd'hui, c'est humanitaire. Les gens, ils meurent de faim. Et ils meurent de faim, ça s'entretue. C'est le pays le plus dangereux au monde. Il n'y a personne qui aide. Et le gouvernement continue. Aucune remise en cause. Là, aujourd'hui, il y a des élections qui vont se passer en mai, qui ne sont même pas officielles et reconnues par la communauté internationale. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et on se rend compte que nous, on vit dans des pays, bien que personne ne soit parfait, aucune nation soit parfaite, mais on vit dans des pays où au moins on a à manger à tous nos repas, on peut sortir dans la rue, on se sent en sécurité et il y a une réalité qu'on ne connaît pas et qui est très triste. Et donc c'est pour ça que moi, j'ai connu le Venezuela à travers ma femme et depuis que je vais au Venezuela, j'essaye d'aider au maximum. Tu vas souvent là-bas avec ta famille pour... Décembre, janvier, nos off-season, je fais moitié Paris, moitié Venezuela. D'accord. Et la situation là-bas, depuis que tu y es, elle se dégrade encore et encore. Ouais. Chaque année, je dis ouais, d'abord, ça peut pas tomber plus bas et chaque année, je vais et c'est pire. Parfait. Et comment peux-tu aider les gens sur place afin d'améliorer la situation et que faudrait-il faire pour régler les problèmes politiques du pays, selon toi? Aujourd'hui, il faudrait déjà enlever tout le gouvernement. Et après, comme on a vu en Argentine, on peut pas changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, pour reconstruire, rebâtir une économie, faut énormément d'argent. La dette nationale, elle est tellement énorme que pour sortir, il y a que Dieu qui peut nous sauver. Hein. C'est pour ça on prie tous les jours, mais on est tellement bas que non, je sais pas comment on peut sauver le pays. Ouais, moi qui vis, enfin là je suis en Argentine, il y a beaucoup de personnes du Venezuela qu'on voit qui émigrent. Et oui. Aux États-Unis aussi, il y en a pas mal. Ouais, déjà les États-Unis c'était assez plein, mais là c'est vraiment pire. Et aujourd'hui, partout où tu vas, République dominicaine, Panama, bon même Panama, ils ont fermé les frontières pour les immigrants vénézuéliens. Et là, il y a l'Argentine qui ouvre leurs portes. Mais c'est full, c'est plein. Venezuela aujourd'hui, c'est comme les Chinois. Hein. Tout le monde sort de son pays, donc parce que quoi qu'il arrive, quel que soit le pays où ils vont aller, c'est triste. Hein.
mais ils vont gagner plus d'argent et ils vont pouvoir aider leur famille qui encore est au Venezuela. Ouais, d'accord. Bah, merci en tout cas de parler un peu de la situation. C'est émission foot politique. D'ailleurs, pour continuer avec la politique, vite fait, c'était comment de rencontrer Obama? On est désolé, c'est un peu cliché comme question, mais Non, c'était un rêve. Hein. C'était un rêve et c'était représentatif d'une consécration de l'American Dream, hein, de rencontrer le premier président noir. Bah, c'était très bref et très rapide, mais c'était beau. Et après, il m'a fait une petite dédicace, donc c'était encore plus marrant. C'était des très bons souvenirs. Ouais, ça va être assez dingue. J'imagine qu'il n'y aura pas la même chose avec Trump si jamais vous gagnez le championnat. Ah, au contraire, parce que Trump est très spécial. Mais moi, j'aimerais la prochaine fois, si j'ai l'opportunité de rencontrer un président, je resterai un petit peu plus pour essayer de parler avec lui et aussi de lui demander s'il pourrait faire un petit peu plus pour le Venezuela. Donc là, j'ai un petit peu besoin de lui. Donc, quoi qu'il arrive, j'irai le voir. On va essayer de gagner le championnat, du coup, pour le Venezuela. Exactement. Parfait. Dernière question. Là, as-tu quelques mots à dire pour tous les fans de MLS qui te suivent à travers leur petit écran? Non, mais c'est bien. Intéressez-vous à ce football qui est neuf, mais très excitant. Et puis la MLS, d'abord, quoi qu'il arrive, c'est dans, je sais pas, une dizaine d'années, ça va être une des plus grosses ligues au monde. Et donc, c'est pour ça que continuez de regarder les matchs. On a besoin de votre soutien. Et puis, j'espère qu'on sera champion à la fin de l'année. On l'espère toi aussi. On espère surtout que vous allez réussir à enfin battre un club mexicain. Enfin, battre dans le sens gagner la CONCACAF, qui est mexicaine depuis tellement longtemps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous en direct du supermarché. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu avoir un joueur d'un tel calibre avec nous. Ok, pas de problème. Merci beaucoup à vous. Hein. Et on espère. On te souhaite une bonne saison. C'est gentil. Ciao, ciao. Merci. Nous, on se retrouve après la petite interlude. Pour le moment, il était une fois en Amérique. On remercie encore beaucoup Aurélien Collin d'avoir pris un peu de temps avec nous. On espère que vous avez aimé ces réponses et nos questions aussi. Encore une fois, d'ailleurs, on vous le rappelle, si vous avez des suggestions à nous faire, si vous pensez qu'on peut s'améliorer, on est vraiment ouvert à toute remarque. Donc, n'hésitez pas à nous tweeter. On va passer avec le moment « Il était une fois en Amérique », comme vous avez pu l'entendre au générique de Western. Aujourd'hui, c'est surtout Anthony qui va nous parler de la nouvelle recrue du Nashville FC. Oui, on s'en va du côté du Tennessee. Sortez votre Jack Daniels. On va parler un peu du Nashville SC, mon club de cœur depuis peu. En fait, oui, je voulais parler de David Edgar, l'international canadien qui vient de signer à Nashville. C'est une histoire d'un jeune Canadien qui a été formé à Newcastle United et qui a effectué ses premières minutes pour Nashville en fin de semaine dernière. Je dis jeune, mais il n'est pas si jeune, c'est 30 ans. En fait, c'est pourquoi il a tombé du côté de Newcastle étant jeune. Son père, Eddie Edgar, était un ancien gardien de but professionnel, ayant même joué quelques rencontres pour Newcastle. Et à l'âge de 9 ans, là, son père l'a amené du côté d'un tournoi sponsorisé par Manchester United. Malheureusement, là, la famille de David ont trouvé qu'à 9 ans, le moment était peut-être trop tôt pour déménager David et l'ensemble de sa famille en Angleterre. Donc, finalement, il est resté du côté de son Ontario natal. Mais à l'âge de 14 ans, là, il a pris la direction de Newcastle United pour finir sa formation de jeune. 2 ans plus tard, il a intégré la réserve de Newcastle, tout en évoluant pour le Canada U20. Donc, il avait assez un début de carrière prometteur. Là. Plusieurs clubs voulaient se l'arracher. Même Manchester United voulait le signer. Mais le club du Newcastle ne voulait pas s'en départir. C'est finalement à l'âge de 19 ans qu'il fit ses débuts en affrontant Bolton le 26 décembre 2006. Et 5 jours plus tard, là, le hasard est tout de même bien fait. Il effectue son premier but pro dans un match nul, le 2-2. Face à qui, Antoine? Essaye de deviner.
Je sais pas. Désolé. Manchester United qui voulait le signer à l'âge de 9 ans, 10 ans plus tôt. Hein? C'est pas con, pas con. Et il jouait quel poste, pardon? J'ai un peu raté. Si tu l'as dit. Il est défenseur central. J'ai omis de dire l'information. Ah, marqué quand il est défenseur central en plus. Ouais, c'est pas ouais. Finalement, 3 ans plus tard, Newcastle a été relégué en Division 2 et elle prenait la direction de Burnley, elle en Division 1. Après 5 ans, donc 4 ans en Division 2, finalement, il fit une centaine d'apparitions avant de prendre la direction de Birmingham en Championship. Malheureusement, ça n'a pas été un grand succès et il retournit dans son pays natal et plus précisément à Vancouver pour la saison 2016. Il est arrivé en mai. Il fit ses débuts en août face au Colorado et même là, joua 8 des 11 derniers matchs. Donc, il commençait à être un titulaire indiscutable dans la défense de Vancouver. Et tout le monde avait bien hâte à la saison 2017 pour le voir évoluer aux côtés de Kendall Watson. Mais malheureusement, là, c'est durant l'entre-saison de 2016 à 2017 que le pire arriva. Là, pendant des vacances en Arizona avec des coéquipiers de la sélection canadienne, là, il fut happé par un automobile. Qu'est-ce que cela a produit? Là? C'est que les médecins lui ont annoncé le pire puisqu'il y avait plusieurs ruptures dans le genou droit. Donc, et même là, c'est à cause de cette blessure assez extraordinaire. Là, il ne fera aucune apparition pour Vancouver lors de la saison 2017. Edgar a même admis avoir pensé qu'il ne pourrait plus jouer puisque la blessure était vraiment sérieuse avec plusieurs opérations. Mais finalement, là, il a retrouvé la compétition depuis peu puisque le 22 mars, pour son premier match depuis cette blessure, là, il est rentré en cours de jeu avec le Canada face à la Nouvelle-Zélande dans une victoire de 1-0. Et dans la foulée, là, il a annoncé la signature du côté de Nashville. Et pour son deuxième match depuis cette blessure, il a fait un petit 5 minutes de jeu avec Nashville dans la victoire de 2-0 face à Charlotte, dont notre ami Yann Aycroft fait partie. Hein? Donc, c'est vraiment une signature. Je crois que pour Nashville, de 1, ça va rajouter de l'expérience dans l'effectif. Et du côté d'Edgar, ça peut relancer sa carrière et pourquoi pas là, rester avec Nashville 2 saisons pour se remettre en forme. Et par la suite, là, les suivre en MLS parce que ce joueur a clairement le niveau MLS puisqu'il a joué pratiquement toute la fin de saison 2016 avec Vancouver. Là. Donc, c'est vraiment... C'est un taulier de la défense canadienne. Ben, en fait, à 30 ans, il a fait 40 apparitions. Donc, oui, quand il est en forme, là, je pense que c'est supérieur aux 2 défenseurs centraux qui sont présents. Là. Je crois même là, que c'est supérieur à un Dejan Jakovic qui joue au LAFC en ce moment, là, puisque pendant que Jakovic était en NASL, eh bien Edgar était en MLS. D'accord, ouais, donc un vrai taulier de l'équipe, de l'équipe canadienne. Et on a hâte de le voir sûrement jouer en MLS après avec Nashville. Oui, et même je serais pas surpris de le voir arriver en MLS, même plus tôt si l'équipe ne rejoint pas la MLS en 2019. Mais j'espère le garder tout le temps USL avant la MLS. Ça se comprend. Moi, j'ai parlé d'une autre équipe qui joue en USL aussi, le Las Vegas Lights, on a beaucoup parlé de cette équipe dans Culture Soccer, dans les moments où il était d'une fois en Amérique, mais là, une fois n'est pas coutume, ils refont les grandes lignes de certains médias spécialisés dans le foot états-unien, parce que déjà qu'ils sont assez dingues niveau le format, les maillots, si vous avez vu, qui sont, je trouve, horribles, mais qui sont assez géniaux dans leur style, un peu de néon de Las Vegas. Si tu les retournes, il y a un smiley, donc ce qui fait que les joueurs peuvent les retourner lorsqu'ils marquent un but en niveau célébration. Leur premier match, l'entraîneur a été viré. Enfin, pas viré, il a été expulsé du terrain. Ouais. Et du coup, il est parti avec les fans se griller une clope en tribune. Ce qui est assez dingue comme image. Et Antoine, si je peux préciser, là, c'était au premier match, mais premier match préparatoire. Là. Ouais, c'était même pas dans la saison. Ouais, exactement. C'est un match préparatoire. C'est assez dingue, c'est totalement Las Vegas. Et d'ailleurs, son entraîneur, un match après le début de saison, il me semble, il a été remplacé, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti, il est devenu directeur technique. Et l'entraîneur adjoint est devenu entraîneur. Mais donc voilà, c'est un peu fou dans ce club de Las Vegas, qui en plus d'avoir une mascotte qui ressemble à Elvis Presley, en gros, voilà, c'est un celui d'Elvis Presley sur une Harley Davidson. Ils ont aussi 2 lamas qui accueillent les joueurs à l'entrée du stade. 2 petits lamas
nommés Doty et Dolly, qui apparaissent sur toutes les photos, voilà, qui sont en fait un des emblèmes de la société Zappo qui sponsorise le Las Vegas Lights. Et il se trouve qu'un de ces lamas s'est carrément pris un match de suspension en USL il y a 2 semaines, car il avait déféqué sur le terrain pendant l'entrée des joueurs. Voilà, un truc tout bête, mais c'est ce qui résume tellement Las Vegas et tout ce qu'ils font au niveau promotion. Le président du club le disait en interview, les gars, préparez-vous parce que ce n'est que le début. La mascotte Elvis, les lamas à l'entrée du terrain, les maillots fous, ce n'est que le début du merchandising et de l'aspect dingue qu'a Las Vegas. Et franchement, ça réussit. Ils ont plus de 7000 personnes à chaque fois dans leur stade, ce qui est énorme pour une équipe d'expansion USL, qui est donc la 2e division états-unienne, pour ceux qui ne suivent pas. Et donc, c'est assez incroyable ce qu'ils font. On est assez fiers de les avoir en USL et ils bougent un petit peu ça bouge des schémas de tous les clubs MLS qui essayent de copier des clubs européens. Là, ils sont vraiment full dans l'ancienne NASL, full dans le too much. Je sais pas ce que tu en penses, Anthony, toi qui suis beaucoup plus la USL que moi, mais ils font grand bruit. Oui, en fait, les Lights, là, j'écoutais des émissions de pré-saison. Pas mal tout le monde les mettait en fin de classement, là, en bas de classement, puisque c'était beaucoup de joueurs du Las Vegas viennent de Las Vegas. Donc, ce qui est une bonne chose et assez rare parfois aux États-Unis. Il y a beaucoup de joueurs locaux. Oui, exactement. Et donc, tout le monde disait, bon, les recrutements sont pas assez flamboyants, mais c'est vraiment une concentration hispanophone. Sans par exemple, Daigo Kobayashi, lui, c'est pas vraiment hispanophone, hein, mais c'est un vétéran de MLS que Las Vegas sont allés chercher. Alors, mais par exemple, il y a Carlos Alvarez, un vétéran de la USL qui fait très bien, Alex Mendoza également. Donc oui, Las Vegas Light, là, je sens que ça peut faire des ravages cette saison, surtout avec 2 lamas qui chient sur le terrain. Il y a un coach. Et un coach assez bouillant, là, mais plus que Las Vegas va marquer, plus qu'il y aura de sourires dans les dans les estrades si on se fie à leur gilet, là. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié d'en parler, mais ils ont aussi recruté Freddy Adu, l'ancien nouveau Pelé qui a maintenant 28 ans, mais qui à 14 ans était déjà titulaire en MLS. Et ceux qui ont eu Football Manager il y a 10-15 ans se souviendront très bien de lui, qui n'avait pas joué une saison depuis bien longtemps et qui là est titulaire souvent avec Las Vegas Lights. Il a quand même 17 sélections avec les États-Unis. Et c'était vraiment le futur Pelé pendant un bout de temps. On va passer tout de suite, si tu veux bien, Anthony, on va passer aux questions des auditeurs. On en a eu, on vous a posé la question si vous en aviez un petit peu tard aujourd'hui. La prochaine fois, on se prendra un peu avant pour que vous ayez le temps d'en écrire. Mais on en a 2 aujourd'hui. Anthony, si tu veux commencer avec la première. Oui, la première a été écrite par Clem56. On te remercie de nous avoir posé une question. Sa question, c'était pourra-t-il avoir un jour le système promotion-relégation en MLS ou en USL? En USL, ça pourrait très bien se faire là, avec l'arrivée d'une des 3. Là, quelqu'un qui est déjà arrivé, qui est déjà apparu dans le podcast, Jonathan Tannenwald, avait fait une entrevue avec le président de la USL, Jake Edwards, là, et Edwards disait que pourquoi pas dans un avenir proche faire une certaine promotion-relégation entre la D2 et la D3. Là. Par exemple, je sais pas si tu es du même avis que moi, Antoine, mais en MLS, à court et moyen terme, mais même à long terme, ça semble difficile, voyant tout ce que les propriétaires mettent comme investissement pour intégrer la Ligue. Là, ça va falloir très bien négocier s'il y a un système de promotion-relégation. C'est clair. Comme tu disais, ouais, l'USL met une nouvelle D3, je crois que l'année prochaine. Donc, ça veut dire que, à mon avis, vu les noms USL D3, il y aura un début de relégation-promotion. Mais je pense que la MLS n'aura pas de promotion-relégation d'ici 20-30 ans parce que, tout simplement, je me souviens que c'était quand j'interviewais Alan Merrick pour le second magazine du Carnet Posé, moment pub, il disait forcément, tu veux pas aller demander si demain un mec qui a mis 500 millions de dollars sur la table pour construire son équipe, construire son stade, tout ça en un an. Le mec n'a jamais eu une équipe en un an, si l'équipe peut descendre. On pense à des expansions comme Minnesota l'année dernière, elle serait descendue, ça aurait tout de suite tué la franchise qui vient d'apparaître. Donc je pense qu'il faudra attendre 20-30 ans pour que les équipes du USL deviennent toutes des Cincinnati. En gros, qu'elles peuvent toutes avoir 30 000 spectateurs par match, un beau stade, un bon effectif.
Mais d'ici là, il n'y a aucune chance d'en avoir. Et c'est, je trouve, pour le mieux pour le moment, parce que ça sert à rien d'en avoir. C'est pour perdre du niveau de jeu Oui, dans toutes les ligues. Ouais. et je pense que la culture américaine et même canadienne n'est pas prête à ça. Là, quand on voit que les grosses ligues majeures aux États-Unis, au Canada, là, que ce soit la Major League Baseball, la Ligue nationale de hockey, le basket et le football américain, il n'y a pas de promotion de relégation. Je crois là, que si un club MLS descendrait en Division 2 de 1, les supporters, je pense qu'ils lâcheraient le club assez rapidement. Là. Je je vais pas mettre en cause la passion des supporters, là, mais les supporters américains n'aiment pas voir leur club en mauvaise posture et c'est surtout économiquement, là, même un club de D2 qui descendrait en D3, là, je pense que ça serait très dur pour lui de rester viable financièrement. Mais en fait, la promotion-relégation se fait déjà en sorte dans le championnat américain, pas au niveau des relocalisations. C'est-à-dire qu'elle se fait pas trop en MLS, mais dans beaucoup d'autres sports, ça l'est. C'est-à-dire que si ton club n'est pas bon et qu'il n'a pas assez de spectateurs, forcément, à un moment, tu vas perdre de l'argent et tu vas changer de ville. Donc, c'est un peu comme ça que se fait la relocalisation. C'est pour ça que le Columbus, qui pourtant n'a pas les résultats mauvais, mais c'est juste qu'ils ont enfin, ils n'arrivent pas à avoir la ferveur de la ville, il n'y a pas grand monde dans leur stade, tout ça. C'est pour ça qu'ils vont peut-être bouger à Austin. Et c'est en quelque sorte une relocalisation, c'est une relégation. C'est-à-dire que voilà, ils n'auront plus d'équipe à cause ouais, c'est plus les fans que les résultats de l'équipe. Donc c'est la seule promotion-relégation qui existe en MLS. Oui, et c'est la même chose là, dans les autres sports majeurs aux États-Unis, là, que, admettons, au football américain et récemment, les Rams de Saint-Louis ont déménagé à Los Angeles, ou même au hockey, là, les Nordiques de Québec qui sont allés au Colorado. Hein? C'est un peu le seul système de changement d'équipe. Ouais, j'espère qu'on a répondu à ta question. On va passer à la prochaine qui vient de Yous Inim avec 2 i. On te remercie de la question. Il me semble avoir compris que le soccer est vu comme un sport peu abordable là-bas puisqu'il faut payer pour s'entraîner. C'est bien ça. Du coup, y a-t-il des projets pour le démocratiser? Et si oui, quels sont-ils? Alors, je vais te répondre en premier, puis après Anthony mettra sa patte. Mais oui, il y a aux États-Unis le système qu'on appelle le pay to play. C'est-à-dire que les jeunes, c'est pas comme en France où tu peux facilement entrer une sorte de formation, t'acheter une licence pour 3 fois rien et commencer à jouer avec ton club. Là-bas, c'est surtout des sortes de camps d'entraînement, un petit peu, où tu vas avoir des très très bonnes installations, mais où les prix sont très chers, ce qui pose beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de footballeurs qui l'ont dit, américains en podcast, qui l'ont dit. C'est très embêtant parce que tu peux pas, voilà, il faut avoir une famille qui possède pas mal d'argent pour pouvoir le faire, parce qu'il n'y a pas tellement de gens de quartier défavorisés qui sont en MLS. Après, c'est plus simple au niveau des universités, parce que les universités te font des prêts étudiants pour que tu joues au foot, en fait, et du coup, ils te payent ta scolarité en université en même temps. Mais oui, au plus bas niveau, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des projets pour démocratiser un système plus gratuit? Il y en a, puisque certains clubs d'MLS commencent à faire des académies, ce qui concurrence carrément l'autre système. Et c'est une bonne chose, une très bonne chose pour le soccer. Le problème, c'est qu'il faut aussi comprendre que les États-Unis, c'est un grand pays et que si tu as, s'il y a un État, par exemple, où il n'y a pas d'équipe de MLS, tous les jeunes qui jouent au foot là-bas sont obligés d'aller dans les camps payants. Et c'est un peu la mentalité américaine aussi de tout faire payer. Voilà, quand tu vois les prix des universités là-bas, les installations sont énormes, comme pour les camps d'entraînement de football, mais forcément, il faut payer pour ça. Oui, Antoine, ta réponse est très bonne, là, mais c'est vrai, là, aux États-Unis, là, je crois que la sélection américaine là, passe à côté des meilleurs talents juste parce qu'ils n'ont pas eu les qualités de formation pour pouvoir se développer aussi bien que les personnes qui ont les moyens. Et c'est vraiment des gros moyens. Même, par exemple, au Canada, là, si tu veux intégrer une équipe 3A, dans le fond du semi-pro, là, ça te coûte environ là, un 1000 à 2000 $ par saison qui dure 2 mois, je crois. Donc, faut vraiment avoir l'argent pour y aller. Même là, dans le documentaire que vous pouvez voir sur YouTube, Going Pro American Soccer, là, la majorité des joueurs qui sont dans cette équipe de USL PDL le disent, là,
qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi que je ne peux pas poursuivre pro, c'est le coût le coût de la formation et le coût pour pouvoir s'entraîner, performer à haut niveau. Ouais, c'est dommage parce qu'on voit qu'en France, les centres de formation, par exemple, s'ils mettent les joueurs, s'ils sont transférés, il y a toujours un pourcentage qui va au centre de formation, ce qui permet à certains centres de formation de survivre. Et il n'y a pas du tout ça aux États-Unis, en effet. Voilà qui clôture pour nos questions. On vous remercie beaucoup de nous les avoir posées. C'est très sympa. On essaiera de refaire ça pour vous répondre parce que le système américain est assez compliqué pour les non-initiés. On vous l'accorde, nous aussi, on était perdus au début. Merci Anthony d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi, Antoine. Et on vous souhaite à tous une très bonne semaine, encore une fois. Passez voir les magazines unitaires opposés. Franchement, ils sont faits avec amour et ils coûtent pas si cher par rapport aux termes de quantité de travail qu'il y a à l'intérieur et quantité d'histoire. Passez voir aussi les autres podcasts unitaires opposés. On vous souhaite une très bonne semaine, encore une fois. À la semaine prochaine. Ciao. I'm indebted to this culture and this mic. 6 lonely years just to get this shit right. I'm alright, dropping dimes like 7, 8, 9. This wisdom ain't for everyone, I'm here to only shine light on you youngins. So why you bugging, cousin? You spitting out nothing, I'm calling out your bluffing. For real, I go and gather up the band just to tell another story for the fans. No simple plan, I'm a simple man. Liquor, pussy, and money, the sicker rookie, you love me. Bigger, fuller, you dummy, come and take it all from me. Yeah.